Bonjour et bienvenue dans ces mystères de la chambre jaune et dans ces mystères de la rentrée. Alors pour vous, c'est peut-être pas la rentrée, hein, je sais pas, peut-être que vous étiez en vacances et que c'est effectivement la rentrée, peut-être que vous étiez en vacances et que vous êtes toujours en vacances, petit chanceux, peut-être que vous n'étiez pas du tout en vacances comme moi et que du coup c'est pas du tout votre rentrée, ou peut-être que vous allez partir en vacances maintenant et dans ces cas, bonnes vacances. Bref, c'est la rentrée, c'est le marronnier en ce moment, donc je fais une vidéo sur la rentrée. Et donc, pour cette rentrée, soyons un petit peu sérieux, nous allons parler mathématiques, un peu histoire, physique, chimie et français. Alors, on s'assoit en silence et on écoute la prof. Oui, madame. En silence, j'ai dit. Oh, bah, ça commence bien la rentrée. Bon, allez, c'est bon, va au point. On commence tout de suite avec un livre, oui, parce qu'effectivement, on va continuer à parler de livres, qui s'appelle Le théorème du perroquet de Denis Gage. J'ai point. Alors, Denis Gage, hein, il était mathématicien et prof d'histoire, entre autres, et c'est d'ailleurs un peu ce qui fait l'essence du roman, l'histoire et les maths. Pour vous situer un peu, c'est un roman qui m'a beaucoup rappelé Le Monde de Sophie, mais axé sur les maths. Si vous voulez, je vous mets une vignette quelque part sur ma vidéo sur Le Monde de Sophie. Soyez indulgents, c'est une vieille vidéo. Hein. Donc dans ce livre, on a pas mal de personnages. On a Monsieur Ruche, qui est un vieux libraire qui est paralysé des jambes. Il y a Perrette, son employé de librairie, enfin sa libraire, qui vit dans la même maison. Hein. C'est une maison et en dessous, il y a la librairie. Et Perrette, donc, son employé, a 3 enfants. Et là, Max, c'est un petit garçon qui a 9-10 ans, qui est muet, malheureusement, mais qui aime bien se balader un peu dans Paris, Montmartre, tout ça. Et un jour, il recueille un perroquet qui était en train de se faire enlever par 2 hommes un peu bizarres. Donc Max secourt ce perroquet et le ramène à la maison. Et il parle, le perroquet? Moins que toi, en tout cas. Bon, si t'es sage, je dis bien si t'es sage, tu peux revenir à ta place. Ça va passer toute l'année au coin. Et donc les 2 autres enfants, ce sont des jumeaux. C'est Jonathan et Léa, qui eux sont plus âgés, hein, je crois qu'ils ont 16-17 ans, il me semble. Et on a un autre personnage qu'on ne voit pas, hein, parce qu'il est mort. C'est Gros Rouvre. Gros Rouvre, c'est un ami très ancien de Monsieur Ruche. Ils se sont connus à la fac. Et il est parti vivre en Amazonie. Et voilà, comme Monsieur Gros Rouvre meurt, il lègue sa bibliothèque à Monsieur Ruche, mais c'est une bibliothèque de fou, quoi. En fait, ce sont des livres, des très vieux livres qui ne parlent que de mathématiques. Tous. Mais c'est vraiment des très vieux livres, il faut qu'ils traversent l'océan, ça aussi c'est un périple, et qu'ils arrivent jusqu'à Paris. Et Monsieur Ruche se pose des questions sur la mort de Gros Rouf parce qu'il lui a laissé une lettre un peu étrange. Il ne comprend pas pourquoi il lui a légué tous ses livres. Il faut savoir qu'entre eux, alors il y avait Gros Rouf qui était le mathématicien et Monsieur Ruche, donc le libraire qui était plutôt philosophe pendant leurs études. Et il se passe comme ça une sorte de petite énigme, parce que aussi bien mathématicien que philosophe aiment un petit peu ce genre d'énigme. Hein. Et voilà, donc Monsieur Ruche se met à cogiter là-dessus et il va faire des recherches dans les livres que lui a légué Gros Rouve pour savoir si vraiment Monsieur Gros Rouve est mort de mort naturelle, d'accident, de meurtre, de suicide. Parce que les circonstances de sa mort sont un peu bizarres, hein. Sa maison a brûlé. Donc il se dit, bon, s'il a envoyé ses livres très précieux à traverser l'océan, c'était peut-être pour les sauver d'un incendie, mais ça voudrait dire qu'il était au courant qu'il y avait un incendie qui allait se produire, enfin bref. Donc voilà, il y a une sorte d'enquête comme ça, intellectuelle. Et donc Monsieur Ruche, en ouvrant tous les livres, il découvre un petit peu aussi les maths et l'histoire des maths, hein, parce que ce sont des livres anciens, donc il y a l'histoire des maths. Donc il la raconte à sa petite famille, c'est pas vraiment sa famille, mais à Perrette et surtout aux enfants, à Léa, Jonathan et Max. Donc Monsieur Ruche fait des petites mises en scène comme ça, parce qu'il s'est créé une sorte de bibliothèque aussi, hein. Tout au fond du jardin, il avait un local et il a refait une bibliothèque avec tous les livres anciens de mathématiques, et il fait des petites sortes de pièces de théâtre, des choses comme ça, alors soit avec l'aide de Max, soit avec l'aide d'un marchand du quartier, avec l'aide de son taxi, avec l'aide de nos futurs, hein, le fameux perroquet recueilli, etc. Parce que le perroquet, donc, il faut savoir que c'est un perroquet, oui, qui parle, mais au début, il a été tellement choqué qu'il ne parlait pas. Il a été choqué par le traumatisme qu'il a vécu, les 2 hommes qui voulaient l'enlever. Et donc, il y a aussi une petite part d'enquête là-dessus. Max, de son côté, lui, va enquêter sur ce perroquet pour savoir ce qu'il en est, d'où il vient, etc. Donc, c'est un livre, premièrement, très intéressant parce qu'on apprend énormément de choses sur les mathématiques et l'histoire des mathématiques. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, le grand roman des maths, hein, de Michael Launay, dont je vous avais parlé, pareil, dans une autre vidéo. Mais c'est fait un peu à la façon du Monde de Sophie, hein, parce que vous avez ce vieux monsieur qui enseigne un petit peu l'histoire des maths
et les maths à des enfants, un peu comme l'inconnu du monde de Sophie apprend à Sophie l'histoire de la philosophie. Cette partie-là, déjà, c'est intéressant. C'est vraiment passionnant parce qu'on n'apprend pas les choses un peu comme à l'école, bêtement et simplement. Non, il y a une histoire derrière et il y a une sorte de progression et c'est un rapport aussi avec l'enquête entre guillemets que mène Monsieur Ruche et ensuite les autres personnes, les autres personnes de la maisonnée, parce qu'ils cogitent tous ensemble pour savoir ce qui s'est réellement passé. Donc vous avez une très grande partie où ça se passe comme ça, histoire des mathématiques, réflexion autour de la mort de Gros Rouve, etc. Et plus d'autres mystères, non pas de la chambre jaune, mais mystère au sein de la famille. Et vous avez la toute fin. La toute fin, ça se précipite, on dirait un thriller. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais il y a quand même encore une histoire d'enlèvement. Et du coup, ça se précipite et on découvre des trucs de fou. Voilà, et donc ça résout toute l'histoire quand même. À la fin, forcément, tous les mystères sont résolus. On reste pas sur notre fin, quoi. C'est vachement bien, mais un peu comme dans le monde de Sophie. C'est pas bien de comparer, mais c'est pour vous donner un peu une idée. Dans le monde de Sophie, on a une grosse partie où comme ça on parle de l'histoire de la philo, etc. Et à la fin, ça fait comme un feu d'artifice, vous savez, le bouquet final. Voilà, ça part partout et bon, ça reste, c'est super cohérent, mais voilà, il y a une redynamique. Voilà, à la fin, vous avez une redynamique et c'est un très bon roman. Si vous aimez donc la littérature forcément, mais si vous aimez l'histoire, si vous aimez découvrir des choses en maths, tout ça, faut pas forcément être bon en maths parce que justement, il réapprend, il réexplique les choses depuis le début. C'est vraiment passionnant, je vous le conseille énormément. Dis donc, c'est bien, t'as été sage là, non, tu dis plus rien du coup? Je crois que je l'ai vexé. Donc on va passer au deuxième livre et nous allons parler maintenant physique-chimie avec le livre de Viviane Lalande. Vous devez connaître, si vous ne connaissez pas, vous allez connaître Viviane Lalande, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Syllabus. Une chaîne donc qui parle de sciences, de vulgarisation scientifique. Ce que j'adore chez Syllabus, donc chez Viviane Lalande, c'est que ce sont toujours, très souvent, des petites choses de la vie quotidienne ou alors ça arrive qu'elle parle de faits scientifiques plus importants et pas de la vie quotidienne, mais il y a toujours quelque chose qui va nous toucher dans la vie quotidienne. Moi, la première vidéo que j'ai découverte d'elle, c'était sur les éclipses et comment on pouvait voir une éclipse dans les ombres et la lumière des feuilles des arbres. C'était passionnant, tu te dis, j'avais jamais remarqué. Bon, on voit pas des éclipses tous les jours non plus, mais... Et elle arrive à rapporter la science au quotidien et c'est ce qu'elle fait dans son livre là. Ça s'appelle, je l'ai pas dit, ça s'appelle Le monde a des racines carrées, c'est aux éditions de l'Homme. Déjà, j'aime bien le jeu de mots du titre. C'est sous-titré Notions éclectiques pour titiller votre fibre scientifique. Viviane Lalande, j'ai dû vous mettre une photo quelque part, mais on la voit là aussi. Comment ça se passe ce livre? Vous avez plusieurs chapitres, donc qui parlent tous de science, qui parlent tous d'un sujet scientifique, donc physique, chimique et même mathématique, racines carrées. Et à chaque fois, ces chapitres sont scindés en deux, c'est-à-dire que vous avez une première partie, le sujet se rapporte à quelque chose d'assez quotidien, qu'on connaît plus ou moins dans la vie de tous les jours, ou qu'on rencontre en général, que ce soit la pollution sonore, que ce soit la cuisine, que ce soit le fait de se peser, enfin des tas de petites choses comme ça. Et ce même sujet va être décliné. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai laissé les fenêtres ouvertes parce que là on est le 26 juillet. Vous savez, le 26 juillet, si vous vous rappelez, oui, je vous ai menti, moi, c'est pas ma rentrée, là, c'est pas la rentrée, mais bref. 26 juillet, c'est canicule. Enfin, canicule. Voilà, il fait chaud dehors, il n'y a pas trop d'air, mais le peu d'air que j'ai, j'essaye de le faire rentrer par les fenêtres et tout. Voilà. Et en plus, il y a toutes les lumières d'allumées, donc elle fait un chaud, donc si je brille un peu, voilà. Je reviens à mes moutons. La deuxième partie qui se rapporte à quelque chose de plus expérimental, en général des choses qui se passent en laboratoire ou des grandes recherches scientifiques avec des grands télescopes, ou enfin bref. Voilà, c'est la recherche en elle-même, quelque chose qui est parfois plus théorique ou même très pratique, mais auquel on n'a pas accès, nous, gens lambda, quoi. Et c'est bien parce que ça rapproche un petit peu ces deux univers, l'univers de la recherche scientifique, théorique, appliquée, pointue, spécialisée, et notre quotidien à nous, humains classiques, qui ne réfléchissons pas forcément toujours, et c'est bien parce que justement ça nous fait réfléchir à ces petites choses quotidiennes qu'on fait tous les jours répétitives, et on se dit ah finalement, ce que je fais là, il y a des scientifiques qui font la même chose mais en plus grand, ou qui utilisent ce concept-là mais en plus grand, en plus pointu, et j'ai trouvé ça très intéressant, et en plus on apprend forcément des choses sur les choses qu'on pratique au quotidien dans la cuisine, dans la salle de bain, bref, et sur ce que font les chercheurs dans leur labo, parce que c'est intéressant aussi à savoir, et ça donne aussi des perspectives pour le futur, pour les progrès scientifiques et les découvertes, etc. Vous voulez peut-être que je vous lise quelques petites choses pour vous donner envie. Ondes et autres histoires ondulatoires, ça va être sur l'isolation phonique dans des appartes
dont les murs sont en papier mâché, comment on fait pour s'isoler et entre choc des trous noirs par exemple. Donc elle va associer les ondes sonores et les ondes gravitationnelles, parce que ça reste des ondes. Et en pratique, une onde, qu'elle soit sonore, qu'elle soit une vague, qu'elle soit gravitationnelle, on peut voir une approche entre les deux. C'est très sympa. Élémentaire, le tableau périodique. Tout ce qui est l'évite. Donc ça c'est pour notre quotidien à nous, c'est-à-dire que quand je fais ça, vous voyez, je fais ça là, et en fait, mon doigt, les molécules de mon doigt ne touchent pas les molécules du livre. Jamais, 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 jamais. Donc, jamais. Vous avez l'impression, mais non, jamais. Il y a toujours un vide quelque part. Voilà. Et une enquête jusqu'à l'infiniment petit. Si tout se résumait aux équations mathématiques, donc là, on revient un petit peu aux mathématiques, vivons-nous dans la matrice. Donc, la question, c'est, de plus en plus, on se dit, est-ce qu'on vit pas dans un jeu vidéo, par exemple, ou dans une réalité virtuelle, un peu comme dans Matrix. Et elle explique les données qu'il faut pour générer tout ça, quoi. Pour générer un aspect de réalité, les ombres, et encore, il n'y a que l'aspect visuel, il y a aussi les bruits, les odeurs, on n'en parle même pas, quoi. Et des humains mathématiquement modifiés. Ça, c'est très intéressant parce que ça recoupe un peu la médecine, même beaucoup. Et au lieu de faire des expériences sur les gens comme ça en live, il y a des sortes d'algorithmes qui vont prévoir, par exemple, la croissance d'un enfant. Quand il a une scoliose, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va pas le charcuter tout de suite ou est-ce qu'on essaye de prévoir comment il va évoluer, donc mathématiquement. Enfin, des choses comme ça. Un qui est aussi très intéressant, c'est comment fonctionnent les balances à impédance mètre. Enfin, ça a un nom un peu plus compliqué, mais vous savez, les balances qui calculent normalement l'eau que vous avez, la masse de graisse, etc., comment ça fonctionne, et en fait on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas super à 100%, bref. Il y a que malheureusement, il y a que le chapitre sur la racine carrée que j'ai trouvé un petit peu décevant, parce que j'ai pas trouvé que ça m'expliquait super bien la racine carrée, autant dans justement le grand roman des maths, on y revient, hein, on y revient, c'était bien expliqué géométriquement. Là j'ai moins aimé ce chapitre-là, mais bon, il y a un chapitre qui est aussi super ici, c'est celui sur la douleur, et ça explique comment ça fonctionne, le stimulus, quoi, comment il vient dans les nerfs, et ça c'est super aussi, c'est vachement bien expliqué, parce qu'il oui, il y a aussi des petits, bon, il y a des photos, mais il y a aussi des petits schémas, et ça explique vachement bien, ça c'est dans les nerfs, tout ça, les lésions qui passent, c'est bien expliqué aussi. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Ah, il y a tout c'est un truc de fou, quoi, sur la température, enfin sur l'hélium froid, et je peux pas vous dire, faut expliquer, mais c'est des trucs de fou, on se dit, mais les gens qui ont pensé à ça, mais c'est des génies de ouf, quoi. Ça parle aussi du zéro absolu, ça parle de l'infiniment petit, ça va parler de tout en fait, ça parle aussi de pollution, les gens qui testent la pollution dans les lacs et tout ça. Ça va parler aussi de la fabrication des médicaments, enfin des capsules de médicaments, comment c'est étudié pour que ça passe, que ça soit pas digéré tout de suite avec la salive et pas digéré tout de suite avec l'estomac, avec l'acidité de l'estomac, et que ça se libère à un certain moment et pas à un autre. Franchement, à part le petit coup de la racine carrée que j'ai pas trouvé assez développé, et encore, hein, c'est mon point de vue, si ça se trouve c'était super bien expliqué, mais c'est moi qui... Voilà, hein. J'ai trouvé ça vachement bien. Donc je vous le recommande aussi si vous aimez vous étonner du quotidien. S'étonner du quotidien, c'est toujours bien quand des fois on n'arrive pas à s'étonner. Moi je peux pas aller dans l'espace, je peux pas visiter les particules subatomiques et tout ça. Et donc j'aime bien lire ce genre de choses, ça me plaît. Toujours pas de petite réflexion? Bon, on va passer à la suite. La suite, alors là on va parler français, plutôt français. Je vous présente Au Seuil, rappelez les enfants d'Alexis Potschke. C'est un professeur de français qui nous raconte des anecdotes. C'est vécu, hein, c'est du vécu, même si les prénoms ont changé, les prénoms des enfants, des profs et tout ça, desquels il parle, ont changé. Ce sont des anecdotes vécues. J'ai découvert Alexis Potschke sur Facebook. Je le suis sur Facebook, alors je ne sais plus dans quelles circonstances, mais il y a assez longtemps. Et il se trouve que sur son compte Facebook, Alexis Potschke raconte ses petites anecdotes. Et depuis que je les lis, je me dis, tout ça, il faudrait en faire un livre et ce serait magnifique. Il y a quelques mois, mon représentant de chez Seuil me montre ce livre-là, il n'a pas eu le temps de me faire l'argumentaire. Je fais « Oh oui, c'est arrivé, ça arrive !» Enfin, on va avoir un recueil des anecdotes d'Alexis. Et j'ai trouvé ça génial, c'est moi qui ai fait l'argumentaire à la place du repré. Je fais mais oui, je le prends bien sûr. Et c'est enfin arrivé. Je l'ai lu, alors il y a certaines anecdotes que j'avais déjà lues, là elles sont mises dans un certain ordre, elles sont agencées selon certains thèmes. Et comment vous dire, c'est génial, c'est bienveillant. C'est nostalgique, il y a beaucoup de nostalgie dedans. C'est beau parce que, alors moi j'ai été un tout petit peu professeur des écoles, hein, j'ai très vite déguerpi de là parce que c'était pas du tout un métier pour moi. Mais ça nous réconcilie presque avec ce métier. Alors lui c'est sa vocation, il aime ça, hein, on le sent, on le voit, il a une communication avec les élèves de fou. Et puis il est pas dans un collège facile non plus, hein, c'est un collège de banlieue parisienne. Voilà, il a de toutes les confessions, il a un peu de tous les âges finalement, parce qu'il y a des enfants qui ont doublé, des enfants, il a des
des primo-arrivants, enfin des enfants qui parlent pas français, c'est compliqué. Enfin, il arrive, je sais pas comment vous expliquer, il faut le lire pour voir quoi. Il arrive à créer une espèce de cohésion, même avec les enfants difficiles. C'est super beau, quoi. Alors, c'est classé en roman. C'est classé en roman. Pour moi, c'est pas vraiment un roman parce que ça fait beaucoup plus penser à du témoignage, quoi. Même si c'est un petit peu brodé, même si c'est un petit peu romancé, même comme je vous disais, si les prénoms des enfants et des adultes ont changé. C'est presque poétique et il y a beaucoup de poésie dedans, hein, aussi, parce que il est prof de français, il enseigne la poésie, il y a de la poésie, du théâtre. Mais c'est beau et c'est drôle parfois, c'est très drôle. Les réflexions des enfants comme ça, spontanées. Parfois, c'est très triste. Vous avez ces enfants qui ont passé des années en France, qui ont appris le français et tout, et les parents veulent repartir dans leur pays d'origine. Plein de situations comme ça qui vous prennent là et même si on n'aime pas particulièrement les années collège, même si on ne fond pas sur les mots, même si on n'aime pas le corps enseignant, malgré tout, il y a de très belles choses là-dedans, des moments de vie. Des perles, c'est des perles à chaque fois, qu'elles soient tristes ou drôles ou qu'elles nous fassent réfléchir sur un sujet philosophique parce qu'il aborde aussi souvent, c'était la période des attentats, quand il y a eu pas mal d'attentats en France, forcément on en parle dans les classes, hein, vous avez toutes les opinions possibles, imaginables, les enfants ressortent ça de ce qu'ils entendent, de ce que les parents, de ce que les adultes disent, et il faut faire avec, hein, des fois on ne peut pas faire le cours qu'on avait prévu parce que tout le monde est ébranlé, parce qu'il y a tel ou tel événement qui s'est passé, parce qu'il y a Ramadan, parce que enfin voilà, et les enfants sont comme ça, un peu comme des éponges, ils absorbent un peu tout ce que disent les adultes, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit devant des enfants. Et lui, justement, il essaye de remettre un petit peu les choses à plat et de leur donner une autre perspective, d'essayer de les faire comprendre par eux-mêmes, de les faire réfléchir, mais souvent en groupe justement, pour qu'ils puissent débattre. Et c'est super important qu'ils puissent, à cet âge-là déjà, exprimer leur point de vue, d'une part, savoir argumenter, parce que voilà, quand ils seront adultes, faut pas se laisser manger le cerveau et rester une éponge en fait. Il faut savoir réagir et c'est vraiment bien ce qu'il fait, ce qu'il a écrit, je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment des petits chapitres et à chaque fois des petits paragraphes, ça se lit très bien. Et on s'attache un petit peu à tous ces enfants, même les plus coriaces. Voilà, moi ça c'est un de mes coups de cœur. Voilà. Et puis depuis longtemps, parce que je vous dis, j'avais déjà lu pas mal de petites perles, de petites anecdotes, de petites choses comme ça par-ci par-là que j'avais picoré sur Facebook. Et il existe enfin en livre. Et je vous le conseille très fortement. Rappelez les enfants d'Alexis Potschke. Voilà, c'était ma petite vidéo de rentrée. J'espère que ça vous a plu. Alors dites-moi si vous avez passé de bonnes vacances, si vous étiez en vacances, ou si vous allez en vacances, où est-ce que vous allez partir. J'espère vous revoir bientôt, je ne sais pas quand, là je fais des petites vidéos comme ça, quand je peux, quand j'ai le temps, même si je dis que c'est la rentrée, hein, ça ne veut pas dire que je vais faire des vidéos tous les 2 jours, hein. Non, je ne peux pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu, alors celui-là il est un peu plus ancien, je sais que Nicolas Gaube l'a lu aussi, il m'en avait parlé il y a il y a longtemps, il y a très longtemps. Ces deux-là sont un petit peu plus récents, mais il est fort possible que vous les ayez lus aussi, hein. Dites-moi aussi si vous connaissez Viviane Lalande, si vous êtes abonné à sa chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, il faut vous abonner à Syllabus, je vous le rappelle. Voilà, et sur ce, je vous dis bonne lecture.